Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Le saviez-vous? Les fonds marins autour de l'île-Dieu abritent une multitude d'épaves. C'est un vrai musée en pleine mer. Alors, cette semaine, je me suis rendu sur l'île-Dieu et je suis allé à la rencontre de l'association Ange qui s'est donné comme objectif de découvrir ces épaves et de les sauvegarder par le biais de la photo et de la vidéo. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Alors tu es vice-président de l'association Ange, cette association qui encore une fois travaille sur ce patrimoine maritime parce que ici autour de nous, là nous nous trouvons sur la plage des Sabias, et bien autour de l'île-Dieu, énormément d'épaves. C'est quand on aime la plongée, on se régale. Alors exactement, donc on a créé l'association en 2005, donc avec des passionnés, donc Desilets et Dominique Chauvin qui est patron pêcheur à Noirmoutier. Et l'idée c'était effectivement de faire découvrir ce patrimoine maritime qui est très très riche autour de l'île-Dieu. Et beaucoup de gens l'ignorent en fait. Et très peu de monde le savent, peu de monde le savent. Donc il faut savoir que l'île-Dieu était une route maritime durant la Première Guerre mondiale. Donc il y a énormément d'épaves de la Première Guerre mondiale, que ce soit effectivement des chalutiers armés ou des cargos de toute nationalité, on va dire française bien évidemment, mais irlandaise, anglaise, américaine, japonaise. Donc voilà, c'est un patrimoine très très riche. Il y a un peu plus loin, je dirais, dans le Nord-Ouest, de nombreuses épaves aussi, mais plus de la Seconde Guerre mondiale exactement. Où effectivement, vous aviez différentes poches, ce qu'on appelait les poches de l'Atlantique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, où les Allemands étaient regroupés. Et donc pour, je dirais, ravitailler ces ports francs, comme on les appelait, donc les Allemands mettaient en place en fait des convois de nuit avec différents navires de guerre. Et donc lors de l'opération Kinétique qui a eu lieu au mois d'août 1944, un de ces convois a été littéralement détruit par ce qu'on appelle la Task Force 21, qui était composée de croiseurs et de destroyers canadiens et anglais. Et puis chaque bateau évidemment raconte une histoire, beaucoup de bateaux militaires, alors Romain ici, ouais. Mais pas seulement des bateaux de pêche peut-être un peu moins en nombre. Un peu moins en nombre, des paquebots, donc, mais des paquebots, donc c'est plus effectivement, je te parlerai de la Première Guerre mondiale. Donc vous avez le Sequana, qui est vraiment connu puisqu'il était chargé en fait, à bord entre autres de tirailleurs sénégalais, mais aussi de civils. Belges et français, qui arrivaient en fait de Dakar. Il y a aussi le Naslo en fait qui est un chalutier armé. Donc à l'époque, durant la Première Guerre mondiale, les convois de navires, pour éviter les sous-marins, étaient escortés en fait de chalutiers armés. Ce sont les bateaux de pêche à l'époque, qui avaient pour mission en fait d'escorter en fait ces navires, ces convois, pour les protéger en fait des sous-marins ou des mines. Et donc là, on a un très bel exemple avec le Naslo qui est dans un état de conservation incroyable, à 54 mètres de fond. 54 mètres de fond. Et lui, il est à quelle profondeur et à quelle distance d'ici? Alors, d'ici, il est à peu près, le Naslo, à peu près à 8000 de la côte. Voilà, donc on l'a découvert en... C'est votre association qui l'a découvert? Tout à fait, c'est l'association Ange qui l'a découvert, donc c'est une épave qui était inconnue. Donc on a eu beaucoup de, je dirais, de mal déjà, enfin, à essayer de découvrir en fait son histoire, parce que l'état de conservation était tellement incroyable pour ce type de navire et surtout cette époque. Donc on a mis une bonne année, je dirais, à valider en fait la découverte de ce navire et surtout son nom et son histoire. Quelles sont les plus anciennes, Romain? Les plus anciennes, là je dirais, donc il y a l'épave aux ardoises, qui doit être du XIIIe ou XIVe siècle. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de gros chaland en bois. Voilà, qui était chargé en fait d'ardoises et qui s'est mis en fait sur la côte, enfin qui s'est certainement envasé, je pense, et qu'on a retrouvé, pareil, il y a quelques années de cela. Voilà, et donc on a d'autres navires un peu illustres comme l'Excelsior ou le David ou l'Active, donc qui sont des navires du 19e siècle, donc 1870.
1830. Donc voilà. Vous faites beaucoup d'images alors parce on fait beaucoup d'images, oui, tout à fait. Pour garder ce patrimoine et le sauvegarder en termes d'archives, photos, vidéos, avec des plongeurs expérimentés qui savent tourner aussi. Complètement. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, on vient à peu près tous de mondes différents dans l'association. Donc il y a des gens de l'île-Dieu, bien évidemment, comme Sébastien que tu vas rencontrer tout à l'heure, donc qui a fait en fait de la plongée sous-marine son métier puisqu'il est scaphandrier. Et moniteur de plongée, donc il a son club qui est juste ici. Voilà. Il y a donc Franck Leloir, donc le président qui lui travaille sur Lyon, Michel Gordef qui est chirurgien dentiste et qui est maintenant caméraman, qui est notre premier caméraman. Voilà, Jean-Marc Cadou qui lui aussi donc, est chauffagiste et qui est aussi caméraman. Donc voilà, quand on vient tous de milieux et je dirais différents et on a tous, je dirais, cette même passion qui nous anime et qui nous lie, qui sont effectivement ce patrimoine maritime qu'on a aujourd'hui autour de l'île-Dieu. Et on peut encore faire des découvertes? On en fera tous les jours, je pense. On en fera tous les jours. Je pense que, comme le disait André Malraux, l'océan est le plus vaste musée du monde. Oui, mais je pense qu'on aura vraiment la chance certainement de découvrir de nouveaux navires. On va revenir ici, plage des Sabias, avec Sébastien Semelin, qui est un passionné aussi, comme toi, scaphandrier, on en a parlé à l'instant. On va parler de sa passion pour ses fonds sous-marins et ses découvertes. Mais en attendant, je vous propose de découvrir un petit sujet. On va partir dans le Marais Poitevin, Saint-Pierre-le-Vieux. On va découvrir le travail d'Emmanuel Robuchon. Il est coutelier d'art. C'est un sujet signé Cyril Guillet. Et voilà, là la forge est démarrée. Donc maintenant il faut laisser le temps de chauffe. Il y a un temps de chauffe pour que le cœur du foyer soit bien chaud. Et après je vais pouvoir enfourner mes pièces. Là je vais monter à 1000 degrés. Pour un acier de coutellerie, je ne vais pas aller plus haut que 1000 degrés. Plus la section va être importante, plus elle va être grosse, plus il va falloir laisser le temps de chauffe pour que l'acier soit bien chauffé à cœur. De cette alchimie entre le feu et le métal, Emmanuel Robuchon fait naître des couteaux. C'est un objet passionnant parce que d'abord c'est un très très vieil objet et puis on peut lui donner une multitude de formes d'où l'intérêt de la forge parce qu'on peut partir dans beaucoup de formes différentes. Et voilà, c'est un objet qu'on utilise tous les jours. C'est un objet intéressant. Seul face à sa forge, il reproduit des gestes qui ont traversé les âges. Entre son enclume et son marteau, il façonne la matière. Ici, un acier riche en carbone, idéal pour la réalisation des lames de couteau. Contrairement à ce que l'on pense, on croit souvent qu'il faut taper fort pour être un bon forgeron, alors qu'en réalité, il faut bien comprendre la déformation du métal. Chaque coup donné, chaque impact sur l'acier déforme et pousse le métal dans différentes directions. Il faut bien contrôler ça, sinon on peut vite partir dans des formes qui ne sont pas souhaitées, soit des lames trop longues, trop épaisses. Donc il faut vraiment contrôler et comprendre comment va se déplacer la matière. Maintenant que ma lame est faite dans sa forme, je vais pouvoir attaquer son émouture. Alors l'émouture, c'est le tranchant de la lame. Le geste est précis et la patience fait partie des nombreuses qualités requises pour faire ce métier. Formé à Nogent où il décroche son CAP de coutellerie, il intégrera par la suite l'entreprise Farol à La Rochelle et assistera Christian Renou au Puy du Fou pendant 4 ans. Depuis 2 ans, il a installé sa propre forge et confectionne ses couteaux de A à Z, les lames mais aussi les manches qui sculptent dans le bois. Moi, personnellement, je trouve que du débit du bois jusqu'au polissage du bois, il y a une découverte, travailler avec les nœuds, le veinage, et ça c'est vraiment très très agréable. Moi j'ai une préférence pour le bois, pour ça justement, pour ce fait qu'il va être différent d'un morceau à un autre. Pour réaliser un couteau artisanal, les étapes sont nombreuses. Avec le façonnage du manche, certaines pièces nécessiteront plus d'1 journée de travail avant de trouver leur place dans la boutique.
Nous voici de retour sur la plage des Sabias à l'Île-Dieu avec Sébastien Semelin. Alors Sébastien, tu es moniteur de plongée scaphandrier, tu es membre de l'association Ange aussi. Cette passion pour la plongée, elle vient de la tendre enfance. Hein. C'est vraiment une passion qui t'anime toujours. Voilà, cette passion m'est venue d'un de mes cousins qui faisait de la plongée, qui faisait de la vidéo de plongée. Et quand j'étais petit, à l'âge de 7-8 ans, il m'a montré des films. Donc les films d'époque étaient C'était du vieux matériel, c'était très différent de ce que l'on peut avoir maintenant haute définition actuellement. Et c'est lui qui m'a vraiment montré des choses et qui m'a donné cette passion pour l'élément marin et je voulais absolument aller sous l'eau. Et quand on habite à l'Île-Dieu et que l'eau est claire, on a cette possibilité de pouvoir découvrir ce monde fascinant du silence. Et toi, tu t'y adonnes presque quotidiennement ici? Je m'y adonne quotidiennement. De toute façon, toute la saison d'été par ici via mon centre de plongée. Et sinon, en scaphandrier, mais c'est très différent en travaux sous-marins, mais toujours dans le milieu sous-marin, justement. Et ces découvertes, alors, Sébastien, qui te fascinent le plus, que tu as pu faire, il y en a beaucoup, je crois, mais il y a en particulier un sous-marin aussi qui a été découvert pas très loin d'ici. La première fois que tu l'as vu sous-marin, j'imagine, on est ému à chaque découverte. Voilà, via l'association Ange, justement, où on fait beaucoup de recherches de plongée, on a cherché à identifier ce sous-marin qui était là. Et plonger sur un sous-marin, ça a toujours une connotation assez extraordinaire pour le commun des plongeurs. Même pour n'importe qui, plonger sur un sous-marin, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Il n'y a pas des centaines de sous-marins étalés sur les côtes françaises. Celui-ci est en très bon état. Alors c'est quoi son histoire, lui? Lui, c'est... Bon, il faisait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il était basé au nord-ouest de l'Île-Dieu, où il guettait les convois de navires qui allaient se ravitailler à la raffinerie de Donge dans l'estuaire de la Loire, sachant qu'on était plus sur des machines à vapeur comme à la Première Guerre mondiale, mais à machines diesel. Et il guettait les convois et il tirait sur les convois. Il s'est fait pilonner par la RAF, l'aviation alliée, et qui l'ont coulé dans le nord-ouest de l'île, par rapport aux Sabias, c'est environ une quinzaine de milles d'ici. Et parmi ces autres découvertes qui t'ont surpris, quelles sont-elles? Ouais, des découvertes, à vrai dire, j'en ai un petit peu tous les ans. Des nouveaux bateaux, des nouvelles épaves, on en trouve tous les ans. C'est très riche. C'est très très riche. Il y a beaucoup. Je n'aurais jamais assez d'une vie pour vérifier tous les points de pêcheurs. Ce sont des pêcheurs finalement qui crochent leur filet ou leur chalut dans certains points et qui me disent tiens, tu peux aller voir là, il y a un truc, il y a quelque chose, ou j'ai du matériel qui est coincé justement, tu peux aller voir. Rapport à ça, on a de très heureuses surprises, ou pas du tout, par moments ce sont juste des rochers. Mais... Alors l'association Ange, pour laquelle tu es membre, elle a travaillé sur un livre qui est sorti il y a quelques mois, un livre qui répertorie toutes ces découvertes. C'est un beau bouquin avec un beau travail. C'est un livre qu'on trouve dans le commerce, je crois, c'est édition Geste Édition. Voilà, c'est les éditions Geste, donc c'est les naufrages autour de l'Île-Dieu. Donc c'est simplement basé sur la Première Guerre mondiale. Celui-ci est sur la Première Guerre mondiale. Ce qui veut dire qu'il y aura peut-être un autre tome. Il y en a un deuxième qui est en cours, mais qui sera sur la Seconde Guerre mondiale. Mais on voulait d'abord forcément faire la Première Guerre mondiale au centenaire actuel de commémoration. Alors si vous aussi vous voulez en savoir un peu plus sur ce musée en pleine mer qui abrite autant d'épaves autour de l'Île-Dieu, ce bouquin, je crois que c'est un bon choix pour continuer à apprendre autour de ce patrimoine maritime. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Et puis j'espère que cette émission vous aura plu. À bientôt pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.